Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Papou est le nom familier et affectueux qui m'est attribué depuis plusieurs années, car c'est ainsi que l'on nomme le grand-père en grec. Mais le mot peut aussi bien évoquer un bon sauvage, un peu ingénu, projeté dans la jungle de l'histoire, où il ne désespère jamais de voir se lever le soleil de l'espérance. Stelio Farangi. Dédicace à Isabelle, Nicolas, Perrine, Émilie, Pierre, Karima, Mina, Paul, Annie, Julien, Lucien. Chapitre 1. Marius et Hélène. Mon père naquit le 10 février 1900 à Léonidion en Grèce, plus exactement dans le Péloponnèse, en Laconie. Léonidion évoque le souvenir de Léonidas et de ses 300 Spartiates héroïques, et mon père fut effectivement un héros, et un héros laconique. Il fuyait les conversations et les discours, et ne s'épanchait sur sa vie et son enfance que dans des entretiens en tête-à-tête. C'est là que tout un monde merveilleux s'ouvrait à moi. Une mère douce, des oncles originaux et amateurs de plantes et d'arbres de tous les pays, des amitiés d'enfance impérissables, et un paysage de montagnes, de mer et de jardins à faire chanter l'apostrophe « âme pour toujours ». Henri Miller dans le Colosse de Maroussi dit de Léonidion que ce sont les portes de l'enfer qui s'y trouvent, à cause des parois rocheuses rouges qui encadrent les vergers de la plaine côtière. Pour mon père, et aussi pour moi quand je découvris beaucoup plus tard ce site fabuleux, c'était plutôt les portes du paradis. Panayotis, Marius en français. Mon père était spartiate par son courage sans exemple qu'il montra face à la maladie et face à l'avalanche de malheur qui se déversa dans son existence. Il l'était aussi par sa connaissance du dialecte parlé dans sa petite région la Kinourie, ce dialecte dorien qui intéressa plus tard un linguiste de la Sorbonne curieux d'entendre parler mon père, et quand le sort se fait ironique, il s'enroule en de curieuses volutes. Il arrivera que pour le premier sujet du concours de l'agrégation d'histoire J', eut à traiter de Sparte à la veille des guerres médiques. J'ajoute que mon père est mort le jour de la Saint-Marius, le 19 janvier 1980. Le père de mon père s'appelait Georges Farandjis. Sa famille était originaire de Mégalopolis, et il y eut des historiens parmi eux. Ce patronyme évoque les croisades et l'arrivée en Orient des Francs, des Français, des Farangis, des Franges, des Frangis, bref des Farangis. La mère de mon père s'appelait Matine Smiros. Elle faisait partie d'une vieille famille de Léonidion, mais hélas elle mourut jeune et lorsque son mari se mit en ménage avec une autre femme, la douleur de mon père fut telle qu'il décida de s'engager dans l'armée à 17 ans, nous sommes en 1917. La Grèce en cette année entre en guerre aux côtés des Français et des Anglais. Et mon père sur le front de Salonique sera décoré par le général Franchet d'Espéret. Son petit-fils, responsable de la programmation à FR3, m'accordera quelques décennies plus tard, le feu vert pour l'émission Espace francophone de mon cher ami Dominique Gallet. Encore une surprise de l'histoire en boucle. Mon père fit la guerre, en ayant pris le Morse contre les Austro-Hongrois et les Bulgares et après les armistices de l'automne 1918 il fut envoyé, après avoir été opéré de l'appendicite, 2 fois car les ciseaux avaient été oubliés dans son abdomen, avec d'autres soldats grecs, serbes et français contre les bolcheviks. Embarqué à Constanza, l'expédition arrivée au large d'Odessa dut rebrousser chemin devant la contre-offensive de l'armée rouge, mais le sort guerrier va acharné sur mon père, car les Turcs ulcérés par le traité de Sèvres qui donne à la Grèce la partie côtière de l'Asie mineure, refusent d'obtempérer. Le sultan est déposé et des officiers nationalistes portent à la tête de l'État Mustapha Kemal. Mon père avec l'armée grecque pénètre dans l'Anatolie, mais après des combats victorieux, ce sera l'écrasante contre-offensive turque. Il est vrai qu'entre-temps les alliés français de la veille ont fait volte-face et soutiennent désormais cette jeune Turquie rempart contre le bolchevisme. Non seulement l'armée grecque est défaite, mais les 2 millions de Grecs peuplant depuis des siècles la côte égéenne de la Turquie vont devoir quitter en quelques jours en 1922, leurs maisons, leurs églises, leurs champs, leurs récoltes, leurs bétail. Tel fut le cas de ma famille maternelle vivant dans le village de Sevdikoy près de Smyrne. Ma mère Hélène était le 3e enfant de Dimitri et Uranie Anikaïtéas, le victorieux en grec. Son frère aîné était parti en Amérique,
sa sœur aînée Georgette travaillait beaucoup pour la maison, et avait un frère cadet Anastase, Tasso étant le diminutif, qui bien qu'âgé seulement de 17 ans travaillait durement aux travaux agricoles. Chaque ville, chaque village de Grèce qui n'était peuplé que de 5,5 millions d'habitants, durent accueillir le flot immense de rapatriés. La famille de ma mère se retrouva ainsi dans le village natal de mon père, Léonidion. Heureusement Hélène avait appris la couture, et à l'âge de 19 ans elle a travaillé pour les dames du lieu, et en particulier pour les tantes de mon père. La rencontre fut foudroyante. Il marqua avec une aiguille le nom de cette belle jeune fille sur un coussin et ce fut le début de l'idylle. Mon grand-père maternel avertit mon père qu'il ne pouvait y avoir de dot mais que son fils aîné attendrait le jeune couple à Marseille pour les emmener en Amérique. Le mariage fut célébré le 6 décembre 1923 en l'église Source de Vie, et le jeune couple s'embarqua pour Marseille, mais il n'y eut pas d'oncle d'Amérique au rendez-vous, et la galère allait recommencer pour Panayotis et Hélène. Ma mère savait quelques mots de français parce qu'il y avait à Smyrne durant sa jeunesse une forte présence française, et d'ailleurs sa propre mère s'appelait Frangiade. Entre parenthèses, le cousin germain de ma mère se prénommait Franco, et il devint champion de catch aux États-Unis sous le nom de Frank Nicky, diminutif de Nikita. Mon père avait appris un peu de français au lycée. L'influence française était très grande dans les premières années du XXe siècle dans les Balkans. Malgré tout cela, le jeune couple eut beaucoup de mal à s'exprimer en français alors qu'il devait rester en France, et sans ressources. Mon père travailla quelque temps à la banque Zaphiropoulos à Marseille. Puis comme beaucoup d'immigrés, ils remontèrent la vallée du Rhône et aboutirent à la Verpillière en Isère où l'on embauchait dans les hauts fourneaux. Puis le jeune couple prit le chemin de la région parisienne. Mon père tira des charrettes à Ivry. Pour leur plus grande joie, un garçon naquit à l'automne 1924. Hélas, ma mère, toujours coquette, s'est absentée un jour du foyer pour aller chez le coiffeur. Et elle confia le bébé à une voisine chez laquelle il prit très froid, et il finit par mourir d'une grave pneumonie à 18 mois au printemps 1926, un vendredi saint. Le chagrin du couple fut immense, mon père ne se rasait plus. Ma mère, en proie à des cauchemars, finit par penser que l'enfant avait été enterré vivant et elle obtint que l'on le déterrât. Mais la mort n'avait pas lâché sa proie, et le souvenir du petit Georges qui parlait et chantait si bien entra longtemps l'esprit de mes parents. Ma mère voulut parfaire sa formation de couturière, et elle finit par décrocher un certificat de haute couture avec mention hors concours. Elle sera toujours célébrée par ses clientes ou amies comme une véritable fée, prenant toujours beaucoup d'initiatives dans les coupes, dans les montages, dans les parures. Autant mon père était sobre et réservé, pudique et raisonneur, autant ma mère était loquace, volubile, exubérante et toujours en quête de nouvelles relations amicales. Elle était également chtonienne, pour parler comme mon maître en Sorbonne Alphonse Dupron et participait au rythme cosmique, entrait dans des états seconds dès que le tonnerre grondait. Elle était aussi un peu voyante et prédisait l'avenir. Une cartomancienne célèbre lui avait dit, après le décès de son premier enfant, qu'elle aurait 2 autres enfants et que le dernier serait un personnage connu, ce qu'elle ne manqua jamais de me rappeler. Mon frère Dimitri naquit le 21 septembre 1931. Mais comme il avait une santé fragile, les docteurs conseillèrent à mes parents d'aller en banlieue où il y avait encore un air de campagne. Le choix de Sartrouville fut fait en raison d'une colonie grecque qui y résidait déjà. C'est là que je naquis au 59 avenue de la République, chez une accoucheuse distinguée, Madame Orningue, le vendredi 16 avril à 10h. Et je fus dans mes premiers mois un tel braillard que le docteur Dubroca, consulté, conseilla de me laisser pleurer jusqu'à plus souffle, ce même docteur qui ne put rien faire pour sauver mon beau-père Émile Besson en septembre 1973, encore une de ces troublantes boucles de l'histoire. Chapitre 2, l'enfance et la jeunesse. À 3 ans, j'étais avec mes parents dans la Nièvre, près d'Entrain. C'était l'Exode et des amis avaient accueilli la famille. Mon père fit là encore preuve d'un courage héroïque. Des membres de la police allemande le convoquèrent sachant qu'il parlait grec pour discuter avec des personnes qui prétendaient être des commerçants grecs bloqués par la guerre alors qu'ils étaient des résistants. Et mon père joua le jeu en faisant semblant de converser avec ces personnes qui n'annonnaient que de vagues sons éloignés de la langue grecque. Revenus à Sartrouville, nous vécûmes les dernières années de la guerre dans la terreur de voir ma mère s'en prendre à une voisine qui passait des nuits agréables et bruyantes avec des officiers nazis.
Épousant la querelle de ma mère, je coupai un jour les cheveux du petit Pierrot, fils de la dame en question, qui forçait le trait en faisant passer fréquemment le disque « J'attendrai ton retour », alors que son mari était prisonnier en Allemagne. L'année 1943 marqua mon entrée à l'école où je mis un certain temps avant d'écrire en suivant les lignes. Et l'année 1944 fut marquée par les bombardements, Sartrouville se trouvant sur la ligne de chemin de fer qui conduisait en Normandie. Nous descendions dans les caves, j'aimais aller dans celle de nos voisins d'en face, la famille Carrel. Le père était coiffeur et la mère tricotait en permanence, et surtout leur fils Gérard, bien que plus jeune que moi, était mon camarade de jeu. Le bruit de la sirène nous terrorisait, et mon émotion fut grande quand, invité aux cérémonies inaugurales du mémorial de Caen, j'entendis ce fameux bruit parfaitement reconstitué. Lors de la Pentecôte 1944, les événements se précipitèrent, et une situation dramatique épouvanta l'ensemble de la classe du groupe scolaire Jules Ferry où notre maîtresse poussa brusquement devant nous un cri strident à l'écoute de la sirène qui annonçait le bombardement de la gare, car son mari n'avait pas quitté l'immeuble qui jouxtait cette gare. La propagande pétainiste prétendait que les tracts qui tombaient du ciel et qui jonchaient le sol ne faisaient que semer la panique sous de fallacieux prétextes. Tracts qui invitaient la population à quitter les immeubles dans la périphérie de la gare et du pont sur la Seine. Le soir de ce fameux bombardement, nous sommes allés avec mon frère voir le spectacle du désastre. Les immeubles éventrés, des monceaux de ruines et le marché couvert accueillant les corps des blessés. L'arrivée des soldats américains dans l'avenue de la République pavoisée avec les drapeaux des Alliés fut marquée par un enthousiasme délirant. J'arrivais à saisir des paquets de chewing-gum lancés par les J, et j'enviais mon frère qui avait appris l'anglais à l'école et qui savait leur dire quelques mots. À propos de la maîtrise des langues, il est nécessaire de préciser que tout petit je comprenais le français et le grec, mais que je me refusais à parler le grec aux grandes dames de mon père. Vers 7 ou 8 ans je me mis à parler grec. En fait à la maison mes parents mélangeaient les deux langues bien souvent ou hellénisaient des mots français. Ma mère fréquentait beaucoup de copines grecques et françaises. Elle était très bavarde, et parfois même très éloquente, je l'accompagnais dans ses visites avec plaisir d'autant qu'il y avait à la clé des pâtisseries orientales et la présence des filles des copines avec lesquelles je pouvais jouer. Mes débuts à l'école primaire furent laborieux, mais il y eut un démarrage en flèche dû à des circonstances dramatiques. En 1945 nous allâmes avec mon frère chez notre oncle de Lyon Tasso et sa femme Irène. Ils étaient gardiens d'une maison de maître appartenant à des soyeux d'origine arménienne. Mon oncle et ma tante nous prodiguèrent des soins attentifs et nous manifestèrent surtout une affection plus que chaleureuse, eux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants. Toutes les maisons des soyeux lyonnais arméniens, liés familialement de Vassieux Caluire, étaient sur le même plan. Un parc entourait la maison. Puis on descendait vers le potager, un clapier, le poulailler, puis on descendait encore vers le bois qui aboutissait dans la vallée du Rhône. Cet univers était pour moi un paradis car à Sartrouville je ne connaissais que nos 2 pièces et le petit réduit servant à la fois de cuisine et de salle d'eau. Les toilettes étaient dans l'escalier, et la salle à manger où les meubles étaient constamment cirés et où ma mère faisait ses travaux de couture se transformait le soir en chambre à coucher pour mon frère et moi. Nous écoutions souvent la radio, et malgré nos 6 ans de différence d'âge nous entonnions souvent les airs des chansons à la mode. Dans la salle à manger, nous occupions toujours les 4 mêmes places autour de la table. Malgré les modestes ressources familiales, ma mère faisait toujours de la cuisine et nous nous régalions de tomates farcies, de sèches à la tomate, de boulettes grillées, de rouget à l'huile d'olive et au citron. Le malheur tomba brutalement sur la famille en 1946. Mon père que j'adorais et que j'allais quelquefois attendre à la gare de Sartrouville, rien que pour voir son sourire éclairer son visage lorsqu'il m'apercevait. Mon père fut atteint par la tuberculose, lui qui avait trouvé un emploi stable de monteur en chaussures dans de petits ateliers à Belleville, lui qui malgré le dur travail et de longs transports ne se lamentait jamais, même lorsque de fortes colles nouvellement introduites dans l'industrie de la chaussure lui brûlaient les yeux. Il allait même jusqu'à faire des chaussures tressées après dîner et qu'il envoyait en Bretagne contre du beurre salé. Pendant 2 ans le malheur s'abattit sur la famille. Ma mère allait souvent voir mon père à l'hôpital Laennec. Nous ne mangions quelquefois que le pain qu'elle rapportait de l'hôpital. Elle me faisait garder par de très gentilles voisines, Madame Hervé, Madame Desmichel, Madame Lescoul qui déversaient sur moi des flots de tendresse que je n'oublierai jamais.
À l'été 1947, ma mère décida de me laisser chez mon oncle de Lyon, qui rêvait de m'adopter. Son chagrin était si grand qu'elle allait la nuit dans le cagibi de la cour pleurer très fort. Mon oncle était heureux de me garder. Il me mit à l'école de Vassieux en classe de cours moyen 2e année. Et alors se produisit un déclic. À force d'entendre les élèves me dire Parisien, tête de chien, parigot, tête de veau, je me suis mis à travailler tant et si bien que je devins le premier de la classe. Mon oncle, fier de moi, allait porter au maître les meilleures productions de son potager. Les jours de fête quand nous n'allions pas à la Croix-Rousse, à Fourvière, à l'île Barbe, au parc de la Tête d'Or, nous allions à la campagne chez des amis grecs de mon oncle et de ma tante, et la compagnie se mettait en cercle après déjeuner, autour de moi pour m'écouter réciter des fables de La Fontaine. Ma mère ne put souffrir longtemps notre séparation, et elle vint me rechercher à la Noël 1947. J'entrai au mois de janvier 1948 à l'école Jules Ferry de Sartrouville où j'eus un bon maître Monsieur Bignan. Je restai un bon élève, et nouai une relation amicale avec un camarade, Claude Pierre qui restera un de mes meilleurs amis jusqu'à sa mort. Pendant ce temps mon frère Dimitri qui n'avait jamais eu d'autre note que 20 sur 20 en mathématiques de la 6e à la 3e, dut renoncer à préparer le concours d'entrée aux arts et métiers, et entra à la Société Générale comme simple employé aux écritures, grâce à des relations amicales de ma mère. Mon père fut opéré d'une thoracoplastie, en février 1948, et entra ensuite en convalescence avec un poumon en moins. Ma mère allait quelquefois lire dans le marc de café chez des dames de Sartrouville, pour se faire un peu d'argent. À partir de la rentrée scolaire d'octobre 1948, j'entrai au cours complémentaire de la même école Jules Ferry. De la 6e à la 3e, j'eus de bons professeurs de français et d'histoire-géographie, notamment M. Buffet et M. Olivier, et la réussite scolaire s'affirma, malgré les bavardages souvent réprimandés. J'ai toujours été 3e en moyenne générale et 1er en histoire-géo pendant ces 4 années, de la 6e jusqu'au brevet passé en fin de 3e. Là où j'excellais sans conteste était la récitation. Le maître ouvrait quelquefois les portes communicantes pour que les autres classes m'entendent. À la petite école grecque de Sartrouville, il y avait une fête de fin d'année où je récitais des petits poèmes en langue grecque, et j'entends encore le bruit sec des sacs que les dames ouvraient pour saisir leurs mouchoirs à peine avais-je commencé à déclamer les 3 drapeaux, ou la terre grecque. Beaucoup plus tard dans les meetings politiques, mes talents oratoires firent dire à un ami, plus tard ambassadeur, Jacques Hunsinger, quand Stélio parle, la foule jouit. Ceux qui liront ces lignes auront vite compris que la modestie n'est pas ma plus grande vertu, ce dont je me console avec cette sentence de La Rochefoucauld. L'excès de modestie cache souvent un excès d'orgueil. Comment ai-je vécu mon identité d'enfant d'immigré ? Je n'ai pas beaucoup souffert de cette situation malgré les quolibets qui m'ont été envoyés parfois par des élèves qui confondaient grec, turc, arabe. Et malgré les hurlements d'une voisine irritée par mes bruyantes descentes d'escalier. Je n'ai pas peur de ta mère la chinoise là-haut. À l'école primaire où je ne brillais pas, je fus flatté par les compliments d'une maîtresse qui nous apprenait chaque jour des mots nouveaux, lorsque je sus dire ce que signifiait métamorphose parce qu'en grec le mot signifie changement, et que les copines de ma mère le lui adressaient lorsqu'elle sortait du salon de coiffure. En revanche, j'ai été ulcéré par la réflexion du directeur d'école s'adressant à Robert Scodellari et à moi-même, candidat au concours d'entrée à l'école normale primaire d'instituteur. J'en ai marre de tous ces noms à la noix. Le thème de l'identité est l'un de ceux qui ont le plus retenu l'attention dans ma vie, avec celui du langage, de la foi religieuse et de la lutte sociale. Même si mon émotion fut forte quand à l'âge de 21 ans, je vis les lieux d'enfance de mon père à Léonidion, même si j'aime me remémorer tout ce que j'ai appris sur mes ancêtres, j'ai toujours distingué identité et hérédité, et le mot de Jean-Paul Sartre me revient souvent à l'esprit, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous qui est important mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. L'école de la République m'a donné une grande chance, et je suis heureux d'avoir pleinement saisi cette chance. En particulier, je dois une reconnaissance infinie à mes maîtres de l'école normale primaire d'instituteurs de Versailles, en particulier au professeur de français René Daimon, au professeur d'histoire-géographie Pierre Taguel, au professeur de philosophie Raymond Lallet, et je dois beaucoup aussi à la lecture de bons auteurs, Colette, Gide, Mauriac, Malraux, Camus, Rabelais, Montaigne, Bergson, Balzac, Flaubert, Claudel, Monterland, Simone de Beauvoir, Proust et tant d'autres. L'amitié a tenu une grande place dans ma vie, et m'a donné de grandes joies.
L'amitié, comme la culture, et comme demain l'économie coopérative, donne des plaisirs toujours purs dont la jouissance s'accroît à mesure qu'elle se partage, pour reprendre la formule de Condorcet. Parmi les amis qui de la jeunesse à la vieillesse ont été des phares lumineux, j'aime à citer les noms de Robert Scodellari, Claude Durand, Michel Decobert, Jacques Guyard, Michel Zimmermann. Avec Claude Durand nous partagions le même goût pour le théâtre, et notre professeur nous emmena chez une de ses amies, actrice de l'Odéon, Claire Nobis, pour jouer devant elle les échanges entre Alceste et Philinte du Misanthrope. La passion de la politique était notre autre grand point commun, et nous avions rédigé un manifeste où nous nous proposions de changer le monde, alors que nous étions en classe de seconde. Grâce à Claude et son ami Léon Ovnegnon, nous rencontrâmes Pierre Mendès France. Michel Decobert prétextant la chute de sa marraine frappée d'hémiplégie, Claude Durand prétextant sa pneumo-infection, et moi-même prétextant mes Pâques orthodoxes, nous nous échappions de l'internat de l'école normale pour nous rendre au meeting de Pierre Mendès France à Wagram. Ce fut le choc et Pierre Mendès France accorda beaucoup d'attention à ces trois jeunes gens engagés en politique. J'ai toujours, depuis cette année 1955, gardé le contact avec cet homme politique dont l'intelligence n'avait d'égal que son talent pédagogique. Il m'écrivit une longue lettre pour balayer les calomnies le concernant au sujet d'intérêts en Égypte, une autre pour confirmer sa thèse d'une monnaie de réserve basée sur les matières premières du tiers-monde, une autre encore pour m'annoncer son intention de quitter le PSU. Il me soutint dans mes campagnes électorales par une petite contribution financière extraite du Courrier de la République. Il accepta de participer à un atelier de mon club Démocratie et Université consacré à Galbraith. Moi, fils d'ouvrier immigré de banlieue, j'eus la chance de rencontrer des personnalités de premier plan et parfois même de collaborer étroitement avec eux. Pierre Mendès France, René Dumont, Jacques Delors, Léopold Sédar Senghor, Jacques Chirac. Il est vrai que ma mère, m'ayant prédit une destinée singulière, ne s'étonnait de rien. En 1956, elle m'interrogea. « On ne va pas voir Coty cette année ?» Si, lui répondis-je. En ayant eu pour la deuxième fois un accessit au concours général d'histoire, nous nous rendions en Sorbonne à une cérémonie présidée par le président de la République et consacrée aux lauréats. La capacité de prévoir, de pressentir ou de prédire l'avenir était l'une des attributions de ma mère. Elle disait qu'elle saurait le jour de sa mort, et curieusement elle mourut un 31 mai 1983, jour de la fête des mères, alors que pendant des années elle avait fait la guerre à mon frère et à moi-même pour que nous ne lui achetions pas de fleurs au mois de mai. Ses prédictions prenaient le chemin des rêves, et nous tremblions chaque matin à l'idée qu'elle nous parlerait de ses rêves de la dernière nuit. J'ai eu l'impression d'avoir hérité de ce don. Aussi en 1951 nous nous trouvions en Haute-Savoie, au plateau d'Assy, près du sanatorium où mon frère Dimitri avait dû être hospitalisé. Je quittais chaque matin le chalet où nous logions pour aller lire un livre d'histoire près d'un torrent, mais après avoir passé une nuit terrible où je voyais ma mère menacée et hurlante, entourée d'un groupe d'hommes compatissants, je décidai de rester dans la chambre, et sur le coup de midi j'entendis un cri, et sur le balcon du chalet je voyais ma mère entourée de flammes. Elle avait habitude de faire à manger sur un réchaud à alcool abrité par une serviette sur le balcon en bois du chalet. Le vent fit son œuvre et le drame survint rapidement. Mais j'étais programmé par un rêve prémonitoire. Je parvins rapidement à éteindre le feu, alors qu'un groupe de spectateurs inquiets s'était rangé en cercle en contrebas du chalet. À l'école, mes camarades me consultaient souvent sur les sujets qui devaient tomber à la composition de français, d'histoire ou de philo. Avant d'aller prendre le train de banlieue pour me rendre à la proclamation des résultats de l'agrégation, en Sorbonne, je fis une courte sieste où dans mon rêve revenait de manière obsédante jusqu'à mon réveil le chiffre 18, et ce fut mon rang d'admission. Avant de quitter le domicile familial, j'avais écrit sur l'agenda qui se trouvait sur mon bureau, « Oui » ou « Non ». Et je vis en rentrant que ma mère avait barré le « non », tant il était dit selon elle, que je ne pouvais échouer, même si je passais le concours pour la première fois en 1962. Chapitre 3 – Les signes extraordinaires. La dimension de l'extraordinaire, du surréel, du merveilleux m'a souvent obsédée, et m'a souvent amené à refuser de me contenter d'une plate, banale et quotidienne réalité.
Lorsqu'en 1953 j'avais été admis à l'école normale d'instituteurs de Versailles, et pu bénéficier d'un internat gratuit pour le bonheur de mes pauvres parents, je m'inscrivis à la garderie d'enfants de Sartrouville comme moniteur. Elle se situait dans le parc du dispensaire près du pont qui reliait Sartrouville-la-Roturière à la noble ville de Maisons-Laffitte. Pour récompenser l'enfant qui avait été le plus sage, je le mettais le soir sur le porte-bagages de mon vélo et le ramenais à ses parents. Il y avait une pente assez rude en face du dispensaire que j'empruntais sur le chemin du retour. Un soir j'entendis l'enfant sur le porte-bagages crier « Attention !» et puis plus rien. Le vélo avait heurté une pierre, l'enfant avait eu le temps de sauter, et moi et mon vélo nous fîmes plusieurs tonneaux et je finis par me fracasser sur une très grosse pierre en bas de la pente, et ce fut une telle hémorragie qu'une voisine sortit avec une bassine d'eau. Tout ceci, et même la suite, reproduit le récit qu'on me fit des faits après coup. J'étais tombé dans le coma et un médecin de la SNCF dépêché pronostiqua « double fracture du crâne avec pronostic réservé ». Quand la civière parvint au domicile familial, notre chère voisine, Madame Euzé, tint à prévenir ma mère. « Il va falloir avoir du courage, Madame Farangi. » Ma mère m'enduisit d'eau de Lourdes qu'une amie avait rapportée d'un pèlerinage et fit solennellement le vœu que si j'en réchappais nous irions à Lourdes. On me transporta à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. J'avais la tête enveloppée entièrement de bandelettes et mes voisins de lit s'inclinaient devant le Maharaja. Après avoir subi des radios sous toutes les coutures, les médecins me déclarèrent sans fracture et hors de danger. Revenue à l'appartement familial, ma mère me déclara que nous irions à Lourdes rapidement parce qu'elle tenait à honorer son serment. Tous nos amis lui dirent « Vous n'y pensez pas, Madame Farangi, c'est la grève générale. » Nous étions début août 1953, et les syndicats avaient réagi violemment aux mesures du gouvernement Laniel, jugées réactionnaires. Mais ma mère était très entêtée et elle somma mon frère de nous conduire à la gare avec une voisine et son petit-fils, en conduisant la 4 chevaux. Le seul train qui partait ce jour-là était pour Lourdes. À peine arrivé dans cette ville, je conduisis la petite troupe directement dans la grotte miraculeuse, et je suivis pendant plusieurs soirées les processions au flambeau en chantant à tue-tête. L'heure était venue où l'airain sacré de sa voix connue annonçait l'Ave Ave Ave Maria. En septembre je fus réveillé dans mon sommeil par le bruit des cantiques comme si la procession avait pénétré dans la chambre. Plus de 20 ans plus tard, alors que j'avais été nommé depuis novembre 1981 secrétaire général du Haut Conseil de la langue française, je racontais mon histoire miraculeuse à une charmante collaboratrice en lui disant « Il y a dans la vie des faits étranges. » Et juste à ce moment précis ma secrétaire appela en disant « Vous avez au bout du fil Monsieur Henri Tinck du journal La Croix. » « Passez-le-moi, lui dis-je, et le journaliste de me demander « Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous faire un article sur Lourdes et les Lumières ?» Je répondais affirmativement, et on pourra se reporter à cet article. Il est nécessaire de préciser qu'une rencontre avait été programmée entre le pape Jean-Paul II et le président François Mitterrand sur l'aéroport de Tarbes, le souverain pontife devant se rendre à Lourdes. Le journaliste savait sans doute que j'avais été le collaborateur du professeur Alphonse Dupron, professeur en Sorbonne et anthropologue des faits religieux et des dévotions populaires, et que j'avais travaillé sur Condorcet et le siècle des Lumières. Devant toutes ces boucles de l'histoire qui n'ont cessé de me cerner au cours de ma vie, j'ai du mal à retenir la clé du hasard comme étant la seule qui ouvre toutes les portes des énigmes. D'ailleurs, cette notion du hasard n'est qu'un aveu d'ignorance et d'impuissance. Je pense en revanche souvent à ce mot de Théophile Gautier. Le hasard, c'est souvent le nom de Dieu quand il signe en pseudonyme. Parmi les boucles de l'histoire qui restent gravées dans ma mémoire et qui dépassent par leur éclat la simple coïncidence, il y a le concours de la journée scolaire de l'Union française en 1956. Les professeurs me poussent à m'y présenter et me conseillent de lire auparavant « Aux frontières de l'Union française » de François Mitterrand. Je dévore le livre en une nuit et je suis reçue première au concours, cela me vaut un voyage en Afrique. Mes parents accompagnent au Bourget et ils sont partagés entre le sentiment de fierté et de crainte. Avec 6 autres lauréats, nous voyageons dans un Nord-Atlas fort bruyant et peuplé d'officiers et de leurs épouses. Nous faisons escale à Bordeaux puis à Casablanca où nous passons une nuit. Le lendemain, nous attaquons le Sahara et je suis fasciné par les petites taches vertes que l'on voit au sol et qui peu à peu se rapprochent. Nous arrivons à Attar en Mauritanie pour quelques heures d'escale. Un groupe de jeunes gens se rassemble autour des jeunes lauréats,
et je prends la parole pour clamer ma foi dans une union française qui serait un rassemblement de peuples, libres, unis fraternellement. Quand nous remontons dans l'avion, la femme de l'un des officiers me retient pour me dire « Je vous ai entendu parler et je vous pose une question. Vous travaillez pour le comte de Torres ?» À l'époque responsable du Parti communiste français. Je la rassure par la négative, mais elle n'est pas pour autant satisfaite, alors elle me dit « Faites attention jeune homme, la vie ce n'est pas du roman, si mon boy m'entendait parler comme vous, il n'aurait plus de respect pour moi. » En 1983, alors que j'étais secrétaire général du Haut Comité de la langue française, j'organisais avec la participation du président Senghor une réception en l'honneur d'Alassane Ndao pour la sortie de son livre « Philosophie africaine ». Il avait été ce jeune professeur de philosophie qui nous avait servi de guide à moi et mes jeunes coloréats dans notre équipée africaine de 1956 avant de devenir doyen de la faculté des lettres de Dakar et collaborateur du président Senghor. Dans mon allocution, je relève le fait qu'en ouvrant le portefeuille de mon père décédé, j'ai trouvé une coupure de François datée du 4-6-1956 où était mentionné mon résultat, et notre réception se déroulait le 4-6-1983. Parmi les faits étranges qui parsèment mon existence, et aussi celle de mon épouse Jacqueline, il y a la répétition lancinante du chiffre 46. Nous nous étions aperçus que dans tous nos courriers administratifs le chiffre 46 revenait souvent. Nous habitions au 46 de la rue de Fécamp. Jacqueline avait le casier 46 au lycée Paul Valéry où elle professait. Nous avons acheté une maison dans le département du Lot. 46, mon numéro clé de la sécurité sociale est le 46, j'ai failli être élu député dans le 46e quartier de Paris. En approchant de L'. Anniversaire de ses 46 ans, Jacqueline tombe malade, je l'emmène chez un pneumologue et elle paie 46 francs compte tenu du ticket modérateur de la MGEN. Je lui recommande de ne pas prendre le métro, bouillon de culture, et de prendre le bus qui l'amène directement à la maison, le bus 46. Elle ne veut pas utiliser la voiture pour nous rendre dans le Lot à la Toussaint de 1982. Je vais donc chercher les billets. Elle avait la place 46 et le prix était de 246 francs. Quelque temps après, Pierre Mauroy, Premier ministre, nous invite à un dîner officiel en l'honneur du Premier ministre canadien Elliott Trudeau. À la fin du repas, Jacques Delors, ministre des Finances, ami et voisin, nous demande S'. Il peut nous raccompagner dans le 12e arrondissement. Jacqueline va prendre ses vêtements au vestiaire et s'aperçoit qu'elle a le ticket 46 et elle vacille d'épouvante. Dans la semaine de son anniversaire qui tombe le 17 novembre, son mal-être s'accentue, mon chauffeur aperçoit mon propre malaise et m'interroge sur ses causes. Je lui parle de la gravité du malaise de ma femme à l'approche de son 46e anniversaire, et tout en lui montrant l'agenda, je m'aperçois, terrorisé, qu'il s'agit de la 46e semaine de l'année. Heureusement, il n'y a pas eu d'issue fatale ce jour-là, mais en 1986 lors des attentats libanais à Paris, et alors que j'étais secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie, on nous fait savoir que compte tenu de mes déplacements à Matignon et à l'Élysée, je dois avoir un badge. Un officier de gendarmerie me porte le badge qui porte le numéro 46 à 46. Il faut dire que j'avais à ce moment un bureau près de L'. Église Sainte-Odile qui fête le 4 juin et qui a été achevée en 1846. Puis le président Chirac, m'ayant gardé à mon poste, me propose une date pour la prochaine séance du Haut Conseil, le 4 juin 1996. Il est vrai qu'un ethnologue africain me dira que le chiffre 46 est un chiffre faste, que l'on retrouve dans les calculs de l'univers et tout simplement dans le nombre de nos chromosomes. Mais reprenons le fil des événements chronologiques depuis l'année 1956 où je suis reçu au bac philo, mention bien, et où j'obtiens une bourse pour préparer l'école normale supérieure de Saint-Cloud au lycée Chaptal à Paris. Je quitte Versailles, son château, son parc et les camaraderies très chères tissées au cours de ces 3 dernières années où je fus souvent collé pour indiscipline, car il ne faut pas trop exagérer dans les beaux rôles que se tressent souvent les autobiographes. J'y avais vécu des années agitées avec le début de la guerre d'Algérie, l'aventure mendésiste, et la poussée poujadiste de février 1956, quand l'épiscopat français prit rapidement langue avec le groupe poujadiste à l'Assemblée pour sauvegarder les privilèges de l'école privée, un groupe de camarades chrétiens foncièrement attachés à la laïcité dont j'étais,
adressa une pétition de mécontentement à l'évêque de Versailles, Monseigneur Renard, habitant rue de Monseigneur Gibier, J', et gardait sa réponse où il essayait de nous rassurer en nous disant que nous participions du corps mystique du Christ, mais que lui était bien obligé de s'occuper du corps visible. Chapitre 4 : La foi, la laïcité, l'engagement politique. Depuis ma tendre enfance, la religion chrétienne et le rite orthodoxe grec m'ont enthousiasmé. Mes parents nous habillaient, mon frère et moi, et nous allions de Sartrouville à Paris, soit à la petite église près de la Trinité fréquentée par des gens modestes, soit à la grande église rue Georges Bizet, près de la station de métro Alma-Marceau. La liturgie de Saint Jean Chrysostome s'est imprimée dans ma mémoire. Nous communions souvent, sous les deux espèces, et nous ne rations pas deux cérémonies en particulier, l'épitaphe du Vendredi Saint, le tombeau du Christ que tous les fidèles avaient tenu à fleurir, et surtout l'Anastasie, c'est-à-dire la cérémonie de la résurrection. À chaque fois j'ai la même et intense émotion quand les prêtres sont vêtus de costumes sombres et que l'église peu avant minuit plonge dans l'obscurité, et puis brusquement l'évêque revêtu d'une chasuble dorée allume le cierge de son premier des servants, et de fil en aiguille tous les cierges que portent les fidèles s'allument de proche en proche, et dans une église illuminée retentit le Christos Anesti, Christ est ressuscité. Chaque fidèle embrasse son voisin en lui disant « Christ est ressuscité » et s'entend répondre Alitos Anesti. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité des morts et il a piétiné la mort et nous a donné la vie. Que de fois ai-je chanté ces mots en grec, avec des pleurs de joie en cassant les œufs rouges pour souligner encore la force de la vie. Je sais que les trois histoires dans lesquelles chacun d'entre nous est plongé, l'histoire cosmique, l'histoire de l'humanité, l'histoire individuelle sont parsemées de drames. Une immense météorite peut nous détruire à chaque instant. Des crises et des guerres ont souvent endeuillé l'histoire de l'humanité. Des maladies et des accidents ainsi que de difficiles vieillissements assombrissent l'histoire des personnes sans oublier la mort de nos proches et la nôtre inévitable. Même si le docteur Laurent Alexandre a écrit récemment un livre, La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité. Je sais tout cela, et malgré tout je me suis toujours refusé à me résigner à ce que tout ne soit qu'absurdité, tragédie et non-sens. Le sourire d'une jolie femme, le rire d'un jeune enfant, le soleil qui empourpre l'horizon, les luttes sociales qui rassemblent les hommes, les libèrent de la fatalité, et les arrachent à la servitude comme à la misère, tout cela me redonne le goût du bonheur et de l'espérance en un monde autre, comme dans l'autre monde. Rompu à l'exercice de sémantique historique, j'ai lu et relu les 4 évangiles canoniques en suivant une centaine de notions, et en relevant les passages contenant ces notions. J'invite les chrétiens à se reporter à tous les passages concernant la richesse et la propriété, et à considérer que chrétien de gauche ne peut être qu'un pléonasme. Et même si la religion chrétienne a été souvent dans l'histoire confisquée par le pouvoir politique, le Christ marque une rupture extraordinaire dans l'histoire en distinguant fondamentalement le pouvoir politique et la notion de Dieu, ce qui n'a fait que me renforcer dans mon attachement à la laïcité, thème de nombreuses conférences et de nombreux combats dans mon existence. La foi chrétienne ne peut accepter qu'une seule loi, celle de l'amour. Et l'amour de l'autre suppose effort de compréhension, de dialogue et de partage. Et même si les quelques efforts dans ma vie en faveur du dialogue des religions et des philosophies n'ont pas été à la hauteur de mes ambitions, du moins ont-ils existé. Parmi les ecclésiastiques qui ont compté dans mon existence, j'aime citer l'abbé Lelon de Versailles, Monseigneur Jérémie métropolite de l'Église grecque de France, le cardinal Paul Poupart, le père Nicolas de l'Église orthodoxe de Sartrouville. Parmi les cérémonies religieuses qui ont compté pour moi, j'aime citer la bénédiction nuptiale, qui nous a été donnée en l'Église orthodoxe Saint-Étienne le 29 décembre 1963 à mon épouse et à moi-même, et les baptêmes de mes filles Hélène et Isabelle. À Sartrouville durant mon enfance, j'ai vécu sous la protection des icônes et en particulier celle de Saint Stylianos, Stélios en diminutif. Ma mère respectait le jeûne pascal et restait fort pieuse malgré tous les malheurs qui l'ont frappée dans sa vie, mais c'est ma tante Irène de Lyon qui m'a appris à réciter en grec le Notre Père, texte qui me sera offert plus tard par le proviseur du lycée Sainte-Thérèse d'Ozoir-la-Ferrière et qui est affiché dans mon bureau de Casatou dans le Lot. Mon enfance et ma jeunesse se sont passées à Sartrouville, ville qui s'est développée dans les années 1920 avec le développement de l'automobile et avec la gare sur le réseau de Saint-Lazare. L'habitat pavillonnaire y a longtemps dominé.
le vieux pays étant le reste de la vieille bourgade du XVIIe siècle et où une partie du film Monsieur Vincent a été jouée. La ville dont l'origine gallo-romaine d'Essartage est évoquée dans son étymologie S'. Étant sur une longue distance le long de la Seine et largement dans les zones maraîchères. Mes promenades m'ont souvent amené à longer les rives du fleuve très larges et aux berges souvent buissonneuses. Nous marchions souvent sur de longues distances, plus d'1 kilomètre, pour aller à l'école, à la mairie, à la poste. En revanche, Montesson-la-Borde était très proche du foyer familial, avec ses carrières, ses guinguettes et ses rues ombragées. Lorsque nous roulions en vélo avec mes camarades, nous allions dans la forêt de Saint-Germain, notamment pour y cueillir des châtaignes. Nous poussions parfois jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, mais la côte était rude. Au-delà des champs, il y avait le Vésinet, ses belles villas, ses beaux arbres, ses lacs, qui nous paraissaient être un monde féerique. Après 24 ans passés à Sartrouville, j'ai vécu 31 ans dans Paris, 12e arrondissement, et à ce jour 25 ans à Lognes, Marne-la-Vallée, 3 sites reliés désormais par le RER A. Mais revenons encore une fois à 1956. En octobre, je suis au lycée Chaptal où j'eus de bons maîtres et où j'infligeais à mes camarades mes talents oratoires dans les exposés de français ou d'histoire. Je fis la connaissance d'un camarade Jacques Guyard qui est devenu un de mes meilleurs amis. Notre amitié sans un seul nuage pendant plus de 60 ans a été un des plus grands bonheurs de mon existence. Nous avons été tous deux admissibles à Saint-Cloud et nous sommes entrés à l'IPES, Institut de préparation à l'enseignement du second degré, en poursuivant nos études en Sorbonne à partir d'octobre 1958. Mais la guerre d'Algérie a plombé nos années d'étudiants. Maintes fois nous courûmes rapidement sur le boulmiche pour échapper au CRS lors des manifestations contre la guerre d'Algérie. Lors de mon voyage en Afrique, j'avais promis à de jeunes étudiants sénégalais que je resterais toujours fidèle à la fraternité franco-africaine et que je lutterais pour la liberté, le développement et la dignité des peuples africains. De cette année 1956 date notamment mon engagement anticolonialiste que ma foi chrétienne et que mon militantisme socialiste ne feront qu'enraciner. Chère Afrique, que de drames ont parsemé ton histoire et que d'espoir avons-nous nourri à ton égard. Dans les années 1965 à 1970, mon engagement tiers-mondiste m'amena à me rapprocher de René Dumont, économiste très tourné vers les études démo-géographiques africaines et auteur du célèbre ouvrage « L'Afrique noire est mal partie », invité à plusieurs reprises à venir débattre avec des élèves de différents établissements scolaires. Et nous avons même nourri une relation de complicité amicale au fil des années. En 1967, Louis Mermaz me demande au nom de François Mitterrand de rédiger un rapport sur le thème « La gauche et le tiers-monde », rapport que je présentais en octobre à la Convention réunie au Palais d'Orsay et qui reçut un accueil enthousiaste, tant et si bien que je fus conduit à le résumer dans un article qui parut en janvier 1968 dans le journal Le Monde. Chère Afrique, je me souviens de mes visites aux usines d'arachides, de mes nuits passées sur la plage de Saint-Louis près du cimetière marin, où les petits crabes venaient nous réveiller le matin. Je me souviens de la visite du Fouta Djallon et de ses montagnes bleues à force d'être vertes, et les noms de Kindia, d'Alaba, Labé résonnent toujours dans ma mémoire ainsi que celui de la jolie princesse Kesso, fille de l'Almami Soridora, chef du Fouta Djallon et que je revis plusieurs décennies plus tard alors Q'. Elle était devenue célèbre avec son livre Moi, princesse africaine. Nous échangeâmes même quelques mots en grec car elle avait épousé un directeur de Péchinet, entreprise intéressée par la bauxite guinéenne comme par celle de la Grèce. Les arcanes de ma mémoire, les méandres de ma vie ne finissent pas de m'offrir des coïncidences merveilleuses, puisque dans les années 1981-2002 je fus amené par mes fonctions à faire plusieurs missions dans de nombreux pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Gabon, Cameroun, Maurice, Burkina Faso, et de tisser des liens amicaux avec de nombreuses personnalités africaines. Mon engagement anticolonialiste m'avait amené dans les années 1958 à 1960 à participer à de nombreuses manifestations contre la guerre d'Algérie, même si j'avais caressé un moment le rêve d'une Algérie liée étroitement à la France. Alors que je distribuais des tracts, des policiers en civil me mirent la main à l'épaule et m'emmenèrent au commissariat du Panthéon. « On va vous apprendre à distribuer des tracts au Félaga », me dirent-ils. Chemin faisant, ils me demandèrent si j'étais français au moins.
Lorsque nous arrivâmes au poste et que mes papiers furent soigneusement étudiés, le commissaire dit fièrement à son adjoint, « Inscrivez que monsieur est français mais pas de souche. » Chapitre 5 – La famille et l'amitié. Dans une biographie, et en particulier dans une autobiographie, il convient de mêler les événements, les paysages, les traits de caractère, les réflexions gardées en mémoire et les réflexions a posteriori, et bien sûr les connaissances accumulées ou cumulées. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à rédiger ces mémoires. Ma petite fille Émilie m'a en effet dit un jour, en pensant notamment à sa maman, qu'il était triste de penser qu'en mourant nous ne communiquions pas aux autres tous nos acquis. Même si les enfants, les auditeurs, les élèves, les lecteurs peuvent ici ou là recueillir quelques bribes, quelques témoignages. Durant mon enfance et ma jeunesse, je jouissais d'une mémoire exceptionnelle, je pouvais retenir par cœur des pages entières après les avoir lues une seule fois. Si j'ai perdu beaucoup au fil des ans de ma mémoire visuelle, j'ai gardé longtemps une vive mémoire auditive. J'ai dit un jour à François Mitterrand, « Je peux vous dire tout ce que vous avez dit en ma présence depuis que nous nous connaissons. » Il tint à me répliquer, « Vous savez que vous êtes dangereux. » J'ai toujours considéré que la mémoire, l'émotion, la réflexion, allaient de pair et devaient aller de pair. La nature et le pouvoir de la mémoire me fascinent, et j'ai toujours accordé à la mémoire un rôle capital dans l'affirmation d'une personnalité comme dans l'épanouissement d'une société. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.